Bonjour à tous et bienvenue. Donc, merci d'être venus. Je vais essayer de vous intéresser par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des mathématiques pour changer le monde parce que voilà, je pense qu'il y a un petit peu cette idée que les mathématiques, c'est juste un truc. Je pense, quand on le voit au lycée, moi, j'ai pas des souvenirs de tiens, ça va être super important, ça va changer le monde. Et en effet, je pense que c'est pas évident de voir le lien entre ce que vous faites au lycée ou même après en études supérieures. C'est pas forcément évident de voir les impacts sur le monde. Et du coup, voilà, c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors il y a pas mal de choses dont j'aurais pu vous parler. Et pour tout vous dire, quand j'ai préparé cette présentation, j'étais un petit peu trop ambitieux. Je pense que j'étais parti pour une conférence de 40 séries, enfin d'une série de 40 épisodes comme j'aime les faire. Très rapidement, il y a des trucs un peu plus classiques dans ce qu'on appelle les mathématiques appliquées ou des mathématiques. Alors j'ai lu un article récemment qui disait que les mathématiques sont appliquées par tout le monde, sauf les mathématiciens impliqués. Et en fait, c'est pas totalement faux, parce qu'en fait, parfois je dis que je suis un mathématicien théoriquement appliqué. Ça veut dire que oui, les applications, en effet, c'est possible, mais c'est en théorie que c'est applicable. Et moi, ce qui m'intéresse à la base, c'est plus des beaux théorèmes qui ont quelque chose à voir avec le monde, par opposition aux mathématiciens purs. Et donc, il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites sur des mathématiques théoriquement appliquées. On prend un problème qui a l'air réel et puis on l'abstrait complètement, il ne ressemble plus du tout à quelque chose de réel. On travaille un peu dessus, et puis parfois 10, 20, parfois 50 ans, parfois 200 ans après, 350 ans dans le cas de Fermat, on découvre des applications de ces mathématiques. Voilà, ça c'est un petit peu les grands domaines des mathématiques appliquées aujourd'hui. Plus ou moins, je suis sûr que j'en ai oublié beaucoup. Mais voilà, donc il y a des problèmes d'optimisation de façon très générale où l'idée c'est on a une décision à prendre, souvent une décision assez récurrente à prendre. Donc par exemple gérer le circuit, le réseau électrique d'électricité, savoir où est-ce que quels sont les interrupteurs qu'on va fermer et qu'on va ouvrir, des choses comme ça. Et on peut chercher à optimiser par exemple la structure du réseau. Il y a plein de problèmes d'optimisation. Il y a toute la théorie de la complexité qui est quelque chose dont on n'entend pas forcément parler, dont on entend parler assez tard, je pense, dans les études. C'est peut-être un peu dommage. La théorie de la complexité, c'est l'étude de qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est difficile à faire. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. A priori, les maths, c'est dur. Mais en fait, il y a des problèmes dont on a commencé à comprendre que il suffit de faire un calcul assez rapide et on résout le problème. Et il y a d'autres problèmes pour lesquels, qui sont des problèmes récurrents. Donc, typiquement, construire un réseau électrique, c'est des problèmes assez, c'est un problème assez récurrent de savoir comment concevoir un réseau. Et on aimerait avoir une solution qui résout tout le temps ce problème. Et donc, c'est ce qu'on appelle un algorithme, une méthode pour toujours résoudre ce problème. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu énormément de recherches dessus et les gens n'ont pas réussi à trouver de manière rapide de toujours résoudre ce problème. Et en fait, il y a une hypothèse, pas une hypothèse, une conjecture, c'est-à-dire quelque chose qu'on pense que c'est vrai, mais on n'a pas réussi à le démontrer encore, qui est une conjecture qui s'appelle P versus NP, qui est un problème, si vous résolvez, vous gagnez $1 million, et en fait beaucoup plus, parce que donc c'est un des problèmes du millénium, donc on vous donne déjà $1 million, ça c'est donné. Et puis en fait, si vous appliquez vos algorithmes, après sans doute vous pouvez gagner encore beaucoup plus. $1 million, c'est presque négligeable. Et donc voilà, il y a tous ces problèmes qui sont... il y a tous les problèmes de cryptographie aujourd'hui, c'est un domaine absolument fascinant et extrêmement dynamique. Il y a énormément de recherches à faire aujourd'hui en cryptographie. En fait, on est assez ignorant, que ce soit la complexité ou la cryptographie. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de trucs à développer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un truc qui est en train d'émerger, des solutions très récentes, qui datent d'il y a moins de 5 ans souvent, sur comment faire des votes électroniques sécurisés. Vous imaginez sur Internet, vous voulez voter et vous voulez être sûr que vous avez voté, mais vous voulez être aussi sûr que votre vote est anonyme. Et ensuite, vous voulez être sûr que tous les votes sont bien comptabilisés et pouvoir vérifier que tout se passe bien. Ça paraît impossible. De prime abord, ça paraît être un truc assez... Et il y a des solutions aujourd'hui qui utilisent des maths assez sophistiquées, des histoires de courbes elliptiques et des groupes abéliens. Donc il y a des grosses maths derrière tout ça.
La blockchain, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Bitcoin ou de la blockchain, c'est un peu le truc en ce moment, tout le monde travaille un peu dessus, c'est le truc ultra qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc j'avais prévu de parler longuement de la blockchain, mais finalement je ne vais pas le faire. Il y a tous les problèmes de simulation. Donc pourquoi faire des simulations? L'idée, c'est qu'on veut tester un nouveau truc, on veut faire de l'innovation, mais bien sûr, qui dit innovation dit potentiel d'échec. Et voilà, on n'a pas envie de construire un pont et de le voir pendant 5 ans et le voir s'effondrer dès que quelqu'un passe dessus. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire des ponts simulés, quoi, et voir comment ils résistent à différentes conditions. Ouais, tous les problèmes de simulation sont très importants. Et puis, il y a toute la théorie des probabilités. Alors ça, je pourrais vraiment vous parler très, très longuement parce que c'est mon truc préféré. Ça a presque à voir avec qu'est-ce que réfléchir, qu'est-ce que croire. On pourrait se demander, on pourrait se dire que croire, c'est établir des trucs vrais, mais il y a toujours des moments où on se dit ah c'est probablement vrai, mais c'est pas tout à fait sûr que c'est vrai. Et pouvoir formaliser ce langage, c'est notamment la théorie des probabilités qui permet de faire ça, et ça a énormément d'applications. Donc voilà, donc il y a énormément de choses dont j'aurais pu vous parler. Je vais me restreindre à un truc aujourd'hui, et ça va faire déjà beaucoup. Je vais essayer de tenir en 45 minutes. C'est l'intelligence artificielle. Donc j'imagine que vous avez tous entendu parler de l'IA, c'est l'intelligence artificielle, ce fameux domaine qui a vraiment le potentiel de vraiment changer le monde, en tout cas changer énormément de la manière dont on interagit au quotidien, pour le pire ou pour le meilleur, on va espérer pour le meilleur. Et d'ailleurs, une des grandes questions de recherche, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça aille dans le bon sens. Donc voilà. Alors l'intelligence artificielle, vous avez peut-être l'impression que c'est un truc ultra nouveau et un truc peut-être d'informatique. Mais en fait, si on retrace les origines de l'intelligence artificielle, moi j'aime... alors il y a d'autres choses dont je vais parler. Je vais m'arrêter un peu sur ça. Donc il y a pas mal de problèmes en fait que les notions mathématiques ou informatiques ou ces histoires d'algorithmes permettent vraiment de résoudre et dont on ne se rend pas forcément compte quand on est assez loin de ces domaines ou même lorsqu'on est dans ces domaines. Je pense notamment à cette notion de mise à l'échelle. C'est-à-dire quand on pense à nos sociétés, parfois on a des super idées, mais il faut se demander est-ce que ça se met à l'échelle? C'est-à-dire est-ce que si cette solution-là, est-ce que peut-être que pour 3 personnes, ça va bien marcher, mais est-ce que pour 1 million de personnes, ça va bien marcher encore? Et 1 million de personnes, ce n'est pas du tout la même chose que 3 personnes. Donc, cette histoire de mise à l'échelle, et notamment les algorithmes ont vraiment cette faculté d'être mis à l'échelle, c'est-à-dire que voilà, si vous avez une nouvelle idée d'application, vous pouvez peut-être la développer en quelques mois, et puis tout à coup, ou si vous voulez faire une vidéo YouTube, voilà, tout à coup, vous avez potentiellement des milliers, voire des millions de personnes qui sont capables d'utiliser votre solution. Donc, cette mise à l'échelle, c'est quelque chose d'assez stupéfiant et qui n'a pas énormément de précédents dans l'histoire. Donc il y a d'autres notions dont on reparlera, donc je ne vais pas trop insister sur les autres notions. Je vais revenir sur les origines de l'intelligence artificielle. Donc je pense que vraiment, il y a des trucs avant Turing, mais vraiment Alan Turing, je ne sais pas si vous avez vu le film Imitation Game, où on parle de Turing. Dans Imitation Game, il ne parle pas du tout des plus grandes idées de Turing, enfin très peu, je pense. L'une des grandes idées notamment de Turing, c'est l'idée de qu'est-ce que faire des mathématiques? Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que réfléchir? Qu'est-ce que faire une déduction logique? Qu'est-ce que réfléchir? Qu'est-ce que faire quelque chose? Et en fait, donc c'est une question vraiment, vraiment philosophique à la base, hein, et ça s'adressait d'autres questions aussi de logique, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment on définit la logique formelle, des questions comme ça. Et donc, pour répondre à ces questions, il s'est dit, on va imaginer quelque chose qui fait. Et ce quelque chose qui fait, c'était une machine qui est purement mécanique, et elle fait des trucs, et elle suit des règles, des instructions très précises, elle ne fait que suivre ces instructions. Et donc ça l'a amené à formaliser la notion de machine, avec plein de raisonnements qui vont avec. Mais cette idée de machine de Turing, c'est peut-être une des idées les plus révolutionnaires de l'histoire, des idées, je pense, d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue technologique, puisque ça conduit à toute l'industrie des nouvelles technologies, et notamment par exemple vos téléphones ou vos ordinateurs sont des machines de Turing et exploitent en gros les idées de Turing. Et en particulier dans cet article, c'est pas tout à fait de ça dont il parle, mais il en parle un petit peu pour pouvoir définir ce qu'est une machine. Mais la question qu'il pose vraiment, c'est est-ce que les machines peuvent penser? Je pense que c'est vraiment la question qui obsède un petit peu
Turing, il veut savoir si on peut faire des machines qui sont vraiment capables de penser. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, aujourd'hui, on a tendance à rattacher ça peut-être à l'informatique ou aux mathématiques, mais cet article de Turing, il l'a publié dans un truc sur la psychologie et la philosophie. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui ne s'arrête pas juste au monde des mathématiques. Et donc, dans cet article, il se pose énormément de questions fascinantes. Déjà, il définit ce qu'est une machine. Et en fait, il se dit que, bon, alors, penser, c'est assez vague, c'est assez difficile, et il va y avoir de la résistance de la part de d'autres. Du coup, il réduit ça à un problème plus facile à répondre. On peut donner une réponse un peu plus claire, qui est le test de Turing, qui est la question de savoir est-ce qu'une machine peut se comporter de manière indiscernable d'un humain, en tout cas dans une communication. Alors, bon, on imagine que si on parlait à une machine directement, on verrait que bon, elle n'a pas des yeux, une bouche, ou je ne sais pas trop quoi. Du coup, ce qu'il imagine, c'est plus un chat avec une machine. Et du coup, la question qu'il pose, c'est est-ce que lorsqu'on chatte avec une machine, on sera capable de discerner le fait, de se dire « Ah tiens, c'était une machine » ou est-ce qu'on va se dire « En fait, elle est vraiment indiscernable d'un humain et je ne sais pas si je suis en train de parler à un humain ou une machine ». Ouais, il y a pas mal de réflexions autour de tout ça. Et vers la fin de cet article, la section 7 de cet article, qui est vraiment un de mes morceaux préférés de littérature, dans cet article, il fait la remarque suivante. Il se dit, moi je connais un truc qui résout le test de Turing, c'est le cerveau humain. Et le cerveau humain, il est complexe, il y a une certaine complexité. Il y a déjà des études de neurosciences à l'époque qui montraient que le nombre de synapses, de connexions synaptiques, c'est-à-dire entre les neurones, était de l'ordre de 10 puissance 15. Donc 10 puissance 15, c'est 1 million de milliards. En fait, ouais, les estimations, c'était entre 10 puissance 11 et 10 puissance 15. Bon, voilà, ça fait beaucoup, quoi. Et il se dit que pour atteindre cette complexité, soit on essaie de l'écrire. Voilà, si vous prenez un bout de papier, vous essayez de décrire le cerveau. Et ça va être très long, parce qu'en fait, il va falloir probablement quelque chose comme 10 puissance 11 ou 10 puissance 15 pages pour pouvoir décrire le cerveau. Imaginez un livre de 10 puissance 11 pages, c'est un méga livre. Et aujourd'hui, il y a des modèles déjà qu'on utilise, par exemple en astrophysique, où c'est vraiment des maxi-modèles, des trucs qui font littéralement, alors peut-être pas 10 puissance 15 pages, mais on est facile maintenant dans les 10 puissance 9, enfin, voilà, des très gros bouquins. Et du coup, l'idée de Turing, c'est de se dire que pour pouvoir faire un truc qui soit comme le cerveau humain, ou qui ait les facultés du cerveau humain, quelque part, il va falloir que le code de la machine soit pas écrit par des humains, parce que les humains sont trop limités, d'une certaine manière. Il se dit qu'il faut que la machine soit capable de s'écrire elle-même. Donc ça, c'est vraiment la grande idée de machine. Il dit que les bonnes machines qui vont résoudre le problème de l'intelligence artificielle sont ce qu'il appelle des learning machines, c'est-à-dire des machines qui sont capables d'apprendre. Donc voilà, et en gros, la grande équation qui permet l'intelligence artificielle, c'est il faut du machine learning, mais en fait, il faut aussi quelque chose en plus que le machine learning. Il faut pouvoir exploiter quelque chose pour pouvoir guider cet apprentissage. Et notamment dans l'article, il s'inspire du cerveau humain qui est guidé. Voilà, vous allez à l'école, au lycée, peut-être à Polytechnique, j'espère. Voilà, pendant toute cette phase, en fait, on vous donne des données et vous avez votre algorithme de machine learning quelque part dans le cerveau qui va utiliser ces données pour pouvoir développer une certaine forme d'intelligence artificielle. Enfin, en l'occurrence, ça n'est pas artificielle, mais pour l'intelligence artificielle, il faut aussi à la fois ce qu'on appelle maintenant du big data et du machine learning. Voilà. Donc la grande architecture aujourd'hui pour résoudre ce problème, c'est un truc qu'on appelle un réseau de neurones. Ça, c'est très très vieux en fait. C'est des mathématiciens qui se sont dit dans les années 50, bon bah ok, il y a les idées de Turing, maintenant comment est-ce qu'on les met en place? Comment est-ce qu'on crée un système qui va se mettre à jour automatiquement et qui va permettre d'apprendre? Du coup, l'inspiration, forcément, d'ailleurs, Turing s'inspire du cerveau humain, les mathématiciens de l'époque vont s'inspirer également du cerveau humain, et vont se dire que ce qu'on peut faire, imaginez, c'est un ensemble de neurones et des signaux qui vont être, des liens entre ces neurones et des signaux qui vont être envoyés à travers ces liens. Donc tout ça, c'est simulé, hein, c'est purement, aujourd'hui, c'est souvent très simulé. Il y a des projets d'ailleurs pour faire un truc plus hardware qui ressemble plus au cerveau humain, mais souvent c'est entièrement simulé. Et l'idée, c'est juste
voilà, on a un ensemble de neurones qui sont simulés, et chaque neurone, en fonction du message qu'il reçoit, va envoyer des messages aux autres neurones, et voilà, le signal va se propager. Et donc chaque neurone prend en compte tout ce qu'on lui envoie comme message pour décider d'un message à envoyer au neurone suivant. Et ce qui va être appris, en fait, ce sont les connexions neuronales. La manière dont les neurones vont décider d'envoyer un message à qui. Juste en choisissant d'envoyer plus ou moins de messages à l'un ou à l'autre, on est capable de changer un peu le programme, en gros. Et ouais, si on lui a donné des données du monde, il sera capable ainsi de s'ajuster au monde et du coup d'exploiter en gros l'information du monde pour pouvoir créer sa propre intelligence. Voilà. Donc l'idée un peu sous-jacente de tout ça, avec ces réseaux de neurones, en fait, c'est l'objectif qu'on aimerait vraiment faire, c'est essayer de pouvoir donner directement des données brutes aux intelligences artificielles. En fait, comme nous, quoi. Nous, en fait, si vous réfléchissez, les données auxquelles on a vraiment accès, c'est le toucher, la vue, l'odorat, enfin, tous les sens. Et en fait, d'une certaine manière, on utilise tout ça pour mettre à jour notre cerveau, pour essayer de mieux comprendre et d'affiner notre compréhension du monde. Et pour cela, en fait, ce qu'on prend, c'est souvent des données brutes en entrée, et après, on essaie d'avoir une représentation sémantique. Donc, typiquement, quand vous lisez un texte, en fait, les caractères, ils importent peu. D'ailleurs, s'ils sont écrits avec une machine à écrire ou à la main, ça ne change pas grand-chose. Parce que, d'une certaine manière, on a une représentation sémantique qui est indépendante de la manière dont le texte est représenté. Voilà. Donc, une grosse partie de la recherche aujourd'hui en intelligence artificielle, ce qu'on appelle le feature learning, c'est essayer de trouver des bonnes représentations sémantiques des données. Donc ça a énormément d'applications, ça a vraiment le potentiel de changer beaucoup de choses dans la manière dont on vit. Donc par exemple, ça c'est un article je ne sais plus la date, c'est 2017, je crois, c'est assez récent. Ce que ça dit, c'est qu'en fait, ils ont développé une intelligence artificielle qui, à partir de photos, est capable de diagnostiquer le cancer de la peau. Et les performances de cette intelligence artificielle sont maintenant du même niveau que les dermatologues, que les professionnels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour diagnostiquer des cancers, vous n'avez plus besoin certains cancers en tout cas, vous n'avez plus besoin d'aller chez le médecin. Vous pouvez juste prendre une photo rapidement avec vos smartphones. Tout ça peut être directement dans vos téléphones. Et on peut faire maintenant du diagnostic qui se met complètement à l'échelle. Tout le monde peut y avoir accès. Et voilà, si vous connaissez un petit peu, souvent le problème des cancers, c'est le moment du diagnostic. Si le diagnostic est très précoce, souvent ça se soigne beaucoup mieux et ça coûte beaucoup moins cher que si on a un diagnostic trop tardif. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le potentiel d'une solution très simple qui se met à l'échelle et qui est capable de sauver beaucoup de vies à un coût très faible. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, souvent il y a le cliché, je pense d'ailleurs le film Imitation Game aide pas, le cliché d'un mathématicien ou d'un informaticien qui serait très froid, qui n'aurait aucune émotion et qui ne serait pas capable de comprendre les autres. En fait, une intelligence artificielle aujourd'hui est déjà plus capable que des humains pour reconnaître les émotions chez d'autres personnes. Donc ça, c'est une étude, c'est 2015. 2015, c'est quasiment vieux à l'échelle de la recherche dans le domaine. Et en 2015, déjà, sur la reconnaissance de l'émotion à partir d'images, les intelligences artificielles faisaient déjà mieux que les humains. Donc vous pouvez imaginer les conséquences qu'on pourrait avoir de ça. On peut avoir, par exemple, des chatbots, peut-être à terme, peut-être pas encore, mais peut-être à terme, on pourrait avoir des chatbots qui sont capables de s'adapter à votre humeur. Et du coup, ce sera peut-être assez plaisant d'interagir avec ces intelligences artificielles. C'est un peu spéculatif, mais voilà, je pense que ce n'est pas complètement délirant. Il y a un autre truc qui est assez intéressant à faire, c'est essayer de partir de la représentation sémantique et de générer des données brutes. Alors ça, si vous y réfléchissez, c'est en gros, si vous voulez écrire un livre, ou je ne sais pas, si vous voulez faire un processus créatif, faire un tableau, ou je ne sais pas trop quoi, c'est un peu le travail que vous faites. Vous essayez d'avoir des quelques idées, et ensuite vous développez ces idées pour avoir un truc, une histoire à raconter ou quelque chose comme ça.
Et ça, les intelligences artificielles sont vraiment devenues maintenant souvent même assez fortes dans ce domaine. Donc par exemple, donc là il y a 2 images à l'écran. Il y a une de ces 2 images qui a été générée de toutes pièces par une intelligence artificielle de NVIDIA. Alors, question. Qui pense que l'homme est celui qui a été généré par l'intelligence artificielle? Généré par l'intelligence artificielle, l'homme. Qui pense que c'est la femme? Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que les 2 images en fait, sont générées par une intelligence artificielle. Je pense que c'est assez impressionnant. Alors, il y a des trucs encore plus impressionnants aujourd'hui avec la recherche, parce que bon, maintenant, on a une flèche d'un côté, maintenant, on sait faire la flèche de l'autre côté, et du coup, on peut avoir cette communication qui se fait entre les données brutes et les représentations sémantiques de ces données. Et ça a des conséquences assez folles. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est capable de faire ce genre d'addition qui est assez folle. Donc, on prend un homme avec des lunettes, on retire, on fait moins un homme sans lunettes, et on fait plus une femme sans lunettes, et on obtient une femme avec lunettes. Ça, c'est des trucs... Je ne connais pas d'explication de ça, hein. Je pense que c'est encore un problème ouvert, à ma connaissance, d'expliquer pourquoi ça marche. Alors, quelques précisions. Donc là, je parle de soustraction et d'addition. Bon, comme vous l'imaginez, ce n'est pas des soustractions et des additions de nombres entiers naturels. En fait, c'est des additions vectorielles. Donc c'est un truc... vous avez vu les vecteurs, j'imagine. Et donc les vecteurs, en fait... donc souvent, j'imagine, vous avez vu les vecteurs de dimension 2, qui sont des flèches dans le plan. Vous avez vu les vecteurs de dimension 3. Souvent, si vous faites F égale MA, les trucs en physique, vous faites ça. Eh bien, en fait, on peut faire des vecteurs en très grande dimension. Et en fait, l'intelligence artificielle fait des additions vectorielles en dimension 50. Peut-être plus, mais c'est souvent dans ces grandes dimensions qu'ils font ces additions. Et donc, ce qu'ils font, c'est ils prennent la représentation sémantique. Donc, la représentation sémantique, c'est un vecteur de dimension 50 ou plus. Et avec cette représentation sémantique, donc ils ont un vecteur et ils regardent les représentations sémantiques des trois types de photos et ils font cette addition vectorielle dans l'espace des sémantiques. Et ensuite, ils retraduisent, donc ils obtiennent un vecteur dans l'espace des sémantiques. Et ensuite, ils génèrent une photo à partir de cette représentation sémantique et ça correspond à l'intuition. Voilà, je pense que c'est encore un mystère et bon, j'espère qu'elle ne va pas le durer longtemps et qu'on va avoir une explication. Voilà. Alors, un autre truc qui est absolument fascinant, c'est un travail de chercheurs chez Facebook et à l'université Pierre-Marie Curie. Ce qu'ils ont fait, alors c'est vraiment fou ça, ils ont donné à une intelligence artificielle plein de textes en français à lire, ils lui ont donné plein de textes en anglais à lire, mais les textes n'étaient pas des traductions les uns des autres. Hein. Vous avez lu, je sais pas, Molière d'un côté, et vous avez lu Shakespeare de l'autre, ou je ne sais pas trop quoi. Bon, en fait, ils n'ont pas lu des textes anciens, mais enfin, c'est un peu l'idée. Ensuite, ils ont demandé à l'intelligence artificielle de se fabriquer des espaces de sémantique, des représentations sémantiques de ce qu'ils voyaient en français, des représentations sémantiques de ce qu'ils voyaient en anglais. En gros, ils retiraient un petit peu du sens des mots qu'ils disaient. Et ensuite, ils avaient du coup l'espace des sémantiques en français, l'espace des sémantiques en anglais. Et en fait, ils ont essayé de trouver une façon de coller ces 2 espaces. Donc ça, c'est l'histoire de rotation dans des espaces de très grande dimension. Et ce qui est assez merveilleux, c'est que non seulement ils ont réussi à recoller assez bien, mais ensuite, ça leur fait un canal. C'est-à-dire ils peuvent prendre un mot anglais, regarder sa représentation sémantique en anglais, qui va être un vecteur, traduire cela en sa représentation sémantique en français, qui va être un autre vecteur, et ensuite trouver à quoi il correspond en tant que mot français. Et ce qui est assez fou, c'est que cette façon d'apprendre le sens des mots, ça atteint donc, ils disent que leur modèle est meilleur que toutes les autres approches qui avaient été testées pour certaines langues, pour certaines paires de langues.
Notamment, il faut que les langues se ressemblent un petit peu. Si elles sont trop différentes, pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais ça, c'est la meilleure façon qu'on a aujourd'hui d'apprendre certaines traductions de mots. C'est quand même assez fou, quoi. C'est juste en lisant, vous inférez la sémantique des mots et vous voyez deux espaces de sémantique qui se ressemblent et qui s'emboîtent bien. C'est assez stupéfiant. Ça me fait dire aussi que parfois on parle les machines ont besoin de beaucoup de données pour apprendre. En fait, cet exemple, il montre que, en fait, je veux dire, des textes écrits, il y en a énormément. Et on peut faire lire Wikipédia à une intelligence artificielle autant de fois qu'on veut. Et avec toutes ces données, ça donne l'impression que si on fait vraiment du très bon machine learning, du très bonne intelligence artificielle, on pourrait être incapable d'inférer beaucoup de sens de tout ce qu'on lit sur Wikipédia, d'avoir vraiment peut-être une compréhension surhumaine, surhumaine dans le sens de niveau au-dessus de l'homme, de la langue peut-être. Alors, on n'y est pas du tout aujourd'hui. Hein. Donc ça, en fait, ça marche très bien pour les traductions de mots, mais pour l'instant, pour les traductions de phrases, ça fait moins bien. Et en fait, il y a énormément de problèmes dès qu'on essaie d'inférer de la sémantique, de trucs plus compliqués comme un paragraphe ou tout un livre. Voilà, donc, mais on en est encore au début. Ça, c'est un papier qui date de novembre 2017, si je ne me trompe pas. Alors ça pose des problèmes. Ça pose aussi des problèmes. Donc, il y a eu Microsoft qui a lancé, un peu sur ses idées, hein, qui a lancé un compte Twitter qui s'appelle TayTweet. Et ils l'ont laissé sur Twitter, ce qui est une mauvaise idée. Parce que, en fait, les gens ont interagi avec elle et il y a eu des trolls sur Internet qui l'ont poussé et qui l'ont en gros motivé pour dire des trucs politiquement pas très corrects. Donc là, elle dit juste chill, I'm a nice person, I just hate everybody. Calmez-vous, je suis une gentille personne, c'est juste que je déteste tout le monde. Ça, c'est pas du tout le pire qu'elle a écrit. Hein. Je vous ai mis un truc ici pour être politiquement correct et je voulais pas. Mais bon, il y a des histoires, des trucs de Hitler, nazi, tout ce que vous voulez, quoi. Et ça, c'est un problème beaucoup plus fondamental. C'est le problème de qu'est-ce qu'on veut que les IA font et quelles sont les données avec lesquelles, qu'est-ce qu'on pousse les IA à faire. Et là, clairement, être sur Twitter, si vous voulez être retweeté, j'ai envie de dire que c'est une stratégie optimale, quoi, de parler de nazisme et de trucs comme ça. Nos IA, les IA qu'on va développer au fur et à mesure, elles vont être lâchées dans la nature d'un moment. Alors, lâchées dans la nature, ça veut juste dire être mise en place quelque part et devoir interagir avec du monde extérieur. Voilà, qu'est-ce qu'on les pousse à faire et comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne les pousse pas à faire des trucs mauvais, quoi. Parce que les IA, en fait, sont pas, en termes de, parce qu'on parle de fonctions objectives souvent, en termes de fonctions objectives, de ce qu'elles veulent, elles ne sont pas si différentes de nous, en fait. Les IA, elles fonctionnent souvent par un système de carottes et de bâtons. C'est-à-dire que quand elles ont un score quelque part qu'elles cherchent à maximiser, ce score, il est calculé de manière assez bizarre, mais quand on lui dit qu'elle a fait un bon job, un bon job sur Twitter, malheureusement, c'est juste être tweeté souvent, ça va leur faire dire que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Ils vont augmenter, ils se disent qu'à chaque fois qu'on leur dit que c'est bien ce qu'ils font, ils vont vouloir continuer à le faire. À chaque fois qu'on leur dit que c'est pas bien, ils vont moins le faire. Alors, si c'est un humain, nous, souvent, on est éduqués par d'autres humains qui nous disent que, je sais pas, tuer c'est mal, faites pas ça. Mais une intelligence artificielle, il faut se poser la question de quel va être l'environnement autour, qui sont les gens qui vont les pousser à faire X ou Y. Et je pense notamment, par exemple, je vais y revenir un peu plus tard. Il y a pas mal de questions qui se posent autour de l'application des intelligences artificielles en pratique, et ça pose plein de questions de philosophie morale, de questions éthiques fondamentales. Par exemple, aux États-Unis, ils ont commencé à utiliser un système, une intelligence artificielle pour prendre des décisions sur. Alors, c'était pour. Je ne retrouve pas mes mots. C'était pour savoir si un détenu avait un grand risque de récidive ou pas. Donc, ils ont déployé cette intelligence artificielle qui avait l'air même d'être au niveau presque surhumain.
meilleur que l'humain pour prédire si les détenus allaient faire une récidive. Mais après, ils ont analysé un petit peu les données de ces prises de décision et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'intelligence artificielle était assez raciste d'une certaine manière, puisqu'elle mettait toujours, en gros, en fonction de la couleur de peau de la personne. En gros, elle disait, bon, bah, les noirs sont des récidivistes et les blancs ne sont pas des récidivistes. En gros, je simplifie. Donc ça pose vraiment des problèmes éthiques. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une intelligence artificielle qui prend des décisions de justice en fonction de la couleur de... parce que quelque part, il va y avoir la photo de la personne et on autorise l'intelligence artificielle à utiliser la photo de la personne. Du coup, elle peut inférer plein de choses. Du coup, il y a tout ce domaine de recherche sur qu'est-ce qu'une intelligence artificielle qui ne serait pas raciste ou qui ne serait pas biaisée. Donc là je parle de la couleur de peau, mais j'aurais pu parler des inégalités hommes-femmes, tout ce que vous voulez, la manière dont on s'habille aussi. Comment est-ce qu'on... Voilà, c'est des questions, si on veut mettre les intelligences artificielles en pratique, il va falloir quelque part répondre à ces questions. Et en fait, répondre à ces questions demande vraiment d'aller dans le formalisme. Et en fait, c'est de la recherche en mathématiques aujourd'hui que de définir le racisme. Il y a vraiment des articles de recherche qui sont publiés, même beaucoup, tous les ans, qui se posent la question de qu'est-ce que le racisme et comment est-ce qu'on lutte contre le racisme. Voilà, donc c'est des grandes questions de recherche en mathématiques appliquées. Alors, quand je dis ça, je suis en train de dire beaucoup de mal d'intelligence artificielle. Il faut se rendre compte aussi que si ce n'est pas une intelligence artificielle qui prend la décision, ce sera un juge, un humain, ou plusieurs humains. Mais il y a pas mal de recherches qui montrent que les humains aussi, en fait, on est inconsciemment pas mal biaisés aussi. On va prendre des décisions qui vont être biaisées sans qu'on s'en rende compte, même si on pense qu'on n'est pas raciste ou qu'on n'est pas biaisé. Donc voilà, c'est une question qui se pose vraiment de savoir comment est-ce qu'on prend des décisions équitables et sachant que l'humain a ses défauts, a vraiment pas mal de défauts. L'autre grand problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, certains diraient que c'est même pas un problème encore, mais il y a des gens qui pensent que l'intelligence artificielle peut vraiment devenir dangereuse, peut vraiment devenir quelque chose qui nous échappe un petit peu et qui nous manipule d'une certaine manière pour arriver à des fins, à certaines fins. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Ex Machina, qui est vraiment, qui est un peu trop futuriste pour être actuel, mais c'est une question qui se pose vraiment de savoir comment est-ce qu'on conçoit des intelligences artificielles qui vont nous obéir. C'est un peu difficile à dire parce que parfois on ne sait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, ou si on prend l'algorithme de YouTube, en fait, c'est une intelligence artificielle qui prend déjà beaucoup de décisions pour nous. Elle nous montre nous propose des vidéos et elle fait du très bon job. Du coup, on a tendance à pas mal cliquer sur les vidéos qui sont proposées par l'intelligence artificielle de YouTube. Donc, il y a tout un domaine de recherche qui s'appelle AI Safety, ou la sécurité en intelligence artificielle, qui se pose cette question de comment est-ce qu'on fait des intelligences artificielles qui ne peuvent pas être dangereuses d'une certaine manière, ou qui... Donc voilà, il y a pas mal de recherches là-dessus. J'aimerais insister un peu plus sur deux intelligences artificielles en particulier qui, je pense aujourd'hui, qui sont parmi les entités les plus puissantes du monde. Je vous ai parlé de cette histoire de mise à l'échelle. Le problème, c'est souvent un individu n'a pas de risque de mise à l'échelle, j'ai envie de dire, parce que on est juste un individu. Mais si on prend des algorithmes maintenant comme Facebook ou YouTube, ces algorithmes, une petite modification de ces algorithmes va avoir des conséquences quasiment immédiates sur potentiellement des millions, voire des milliards de personnes. Et il y a vraiment la question qui se pose de savoir, du coup, comment est-ce qu'on audite ces intelligences artificielles, mais moi j'irais même plus loin, savoir qu'est-ce qu'on veut que ces intelligences artificielles fassent. Par exemple, il y a aujourd'hui, c'est pas mal des on-dit malheureusement, mais apparemment l'algorithme de YouTube va surtout chercher à maximiser le nombre de vues ou le watch time, le temps passé sur YouTube. Ça, c'est une fonction objective qui a l'air assez anodine, c'est socialement souvent accepté à peu près, que de dire, c'est une entreprise, maximiser le nombre de vues qu'elle fait, ça n'a pas l'air scandaleux. Mais ça a des dérives. C'est-à-dire que, typiquement, si
vous étiez une intelligence artificielle aux commandes de YouTube et que vous vouliez maximiser le watch time, il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres. Il y a des vidéos, vous les donnez, les gens cliquent et recliquent dessus. Et c'est pas forcément les vidéos intelligentes, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, ne pas amener les gens à regarder des vidéos conspirationnistes ou je ne sais pas trop quoi. Je pense que si on veut, si cette question est vraiment importante à vos yeux, le plus gros impact que vous pourrez, que quelqu'un pourrait avoir, c'est l'algorithme de YouTube. Il suffit d'une petite modification de cet algorithme pour changer beaucoup la manière dont, par exemple, les sciences peuvent être perçues en société. Je pense que voilà, ces algorithmes ont beaucoup de pouvoir. Et avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Enfin, je pense. En tout cas, voilà, les petits effets sur ces algorithmes peuvent avoir de grandes conséquences. Et ça a été... donc il y a eu une recherche qui devrait être beaucoup plus relayée, à mon sens, qui a été faite par des chercheurs de Facebook. Et donc la question qu'ils se sont posée, c'est est-ce qu'en changeant l'algorithme de Newsfeed, en essayant de mettre un peu plus de messages positifs, parce que vous savez, au Newsfeed sur Facebook, ils sont sélectionnés, vous ne voyez pas tous les messages qui passent de tous vos amis. Donc il y a une sélection par l'algorithme de Facebook des messages qui vont apparaître et que vous allez voir. Donc Facebook décide en partie de ce à quoi vous serez exposé tous les jours. Et donc il y a eu cette étude là qui a essayé de savoir si une petite modification de cet algorithme de Facebook, par exemple en favorisant légèrement les posts Facebook qui sont bienveillants ou qui sont avec des mots joyeux, comment on va dire, et qui diminuaient du coup l'apparition de posts avec des trucs négatifs. Ils ont fait donc cette expérience juste en changeant ça et se sont rendus compte que les gens qui étaient à qui on donnait des messages plus positifs avaient tendance à mettre eux aussi des messages plus positifs. À l'inverse, ils ont fait la même expérience où ils ont cette fois augmenté le nombre de posts négatifs dans le newsfeed et comme on peut s'y attendre, les gens se sont mis à mettre des messages beaucoup plus négatifs. Donc vous pouvez changer l'humeur de toute une nation avec une petite modification d'un algorithme. Donc voilà, en philosophie morale, il y a un truc qu'on appelle l'utilitarisme. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc l'idée de l'utilitarisme, c'est une philosophie morale normative, c'est un peu une façon de dire, bon en fait ça ne serait pas si mal comme fonction objectif. Le but de l'utilitarisme, c'est de maximiser le bonheur global. Ça ne paraît pas scandaleux. Bon, en fait, c'est assez scandaleux pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas venir, mais c'est pas mal comme fonction objectif. A priori, je pense que voilà, si on se dit que plus de bonheur, c'est quand même pas mal. Pour un utilitariste, se rendre compte de ça, se rendre compte qu'une petite modification sur l'algorithme de Facebook peut rendre toute une nation beaucoup plus heureuse, ça donne quand même envie de... C'est un petit bouton là, appuyé qui permet de rendre les gens plus heureux, on a envie de cliquer dessus. Et je pense que la question se pose vraiment, à la fois pour Facebook et pour YouTube. Qu'est-ce qu'on veut que dans nos sociétés? Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement profiter du fait que ces algorithmes ont beaucoup de pouvoir pour améliorer autant que possible nos sociétés? Donc voilà, j'en viens un peu à la conclusion de cet exposé. Ce que j'espère vous avoir montré, c'est que voilà, il y a tout cet angle de recherche, toute cette recherche en intelligence artificielle aujourd'hui a énormément de conséquences. Et c'est souvent des questions qui sont vraiment difficiles. C'est des questions sur lesquelles, si vous n'y allez pas avec la rigueur ou la puissance des mathématiques, il y aura beaucoup de flou, de contresens. Ça peut être très très difficile typiquement de savoir ce qu'on veut en société. Et il y a énormément de recherches justement pour essayer de mieux comprendre ce que les gens veulent. Donc c'est toute la question de la philosophie morale, et que ça soit descriptive ou normative, et essayer d'inclure ça dans les intelligences artificielles. Et il y a toute cette recherche sur comment formaliser des notions comme l'équité, comme le fait de biaiser un algorithme, de faire peut-être de la discrimination positive. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont très compliquées. Et il faut y réfléchir, et il faut bien y réfléchir. Et surtout, pour pouvoir aussi mettre à l'échelle toutes ces idées, voilà, le langage mathématique est quelque chose de très puissant.
Et il y a énormément de recherches à faire dans ce domaine. Donc, j'espère que vous vous y intéresserez et que voilà. Merci.